lundi. Et ce matin, donc, je le disais, nous sommes avec Laurent Combalbert. Alors, avec Marouane, on dit que vous faites partie des 2 meilleurs experts français en matière de négociation. Vous êtes, on l'a dit, ancien négociateur du RAID. Vous intervenez sur des situations de crise, à l'époque, forcément, sur des prises d'otages, des kidnappings, des forcenés. Et vous quittez ce groupe d'élite pour gérer des crises plutôt sociales chez Air France, Danone, Red Bull. Est-ce que finalement, la négociation est un élément fondamental de la vie de notre société ? Je pense qu'on passe tous notre vie à négocier. Oui. On négocie évidemment sur ce qu'on appelle des négociations en tant que telles. Quand vous négociez, vous l'avez évoqué, votre salaire. Quand vous négociez avec un client, avec un partenaire, c'est de la négociation pure, mais on passe notre vie à négocier dans des situations de négociation. Vous êtes face à un conflit avec un voisin, avec votre banque, eh bien vous essayez de trouver une solution qui va satisfaire tout le monde par l'échange d'informations, par le partage, et c'est ce qu'on appelle la négociation. Donc oui, la négociation, c'est vraiment transverse, tout le monde pratique, sans forcément d'ailleurs savoir qu'on pratique. Alors le truc, c'est que vous le dites, la négociation n'est pas innée. D'abord, c'est aussi beaucoup l'école de la vie. Ce livre permet d'avoir une base. Et je reviens justement sur une petite anecdote qui est assez drôle, puisque vous avez fait l'École nationale académie du FBI, où on vous a donné aussi une Bible en vous disant, à l'intérieur, tout est prévu. Vous avez tout. C'est-à-dire que tout ce qui peut se passer dans la vie, c'est là. Le seul problème, c'est qu'il y a des exceptions tout le temps et quasiment 100% d'exceptions. C'est vrai que la surprise que j'ai eue en rentrant du FBI, c'est de m'apercevoir que le classeur avec les bonnes réponses ne fonctionnait pas. Donc avec Marouane, on a décidé d'écrire un classeur avec des bonnes questions. Ensuite, chacun trouve la réponse la plus adaptée. On gère du facteur humain. L'élément clé de la négociation, c'est pas de l'argumentation, c'est pas des éléments techniques, c'est d'abord le facteur humain. Et on met pas l'humain dans un classeur, on le met pas dans une machine. C'est la spontanéité, la capacité à être à l'écoute. L'empathie. L'empathie, bien sûr. L'empathie, c'est accepter l'émotion de l'autre, mais accepter aussi ses propres émotions et faire en sorte que tout ça crée de la valeur ajoutée pour tout le monde. Alors, votre travail, c'était forcément la négociation pure. Quels sont les outils ? Il y a 3 outils particuliers avec la négociation, le verbal, le non-verbal. Comment vous pouvez expliquer ça justement ? Alors c'est vrai que les 3 outils qu'on utilise pour porter un message, c'est bien sûr le verbal, les mots qu'on va choisir. Le sens des mots, la symbolique des mots est particulière pour chacun, y compris en fonction de sa culture par exemple. On a également le paraverbal. Le paraverbal, c'est ce qu'on entend quand on vous écoute. C'est le son de la voix, la prosodie, les intonations. Tout ça donne aussi du sens. Quelqu'un qui a une voix qui est plutôt descendante, apathique, pourra dénoter une certaine dépression ou une certaine fatigue. Au contraire, quelqu'un qui est plutôt très enjoué, on le sentira dans son ton de voix. Et puis le non-verbal qui est tout ce qu'on peut voir. Les yeux, la position du corps, l'attitude gestuelle, tout ça sont des éléments qui vont nous permettre de porter un message et d'être compris par l'autre, parce que c'est ce qui compte en négociation. C'est pas d'exprimer quelque chose, c'est que l'autre comprenne ce qu'on lui exprime pour trouver justement une solution commune. Alors généralement, il y a des négociations qui sont face à face, souvent les prises d'otages, ou quand vous êtes dans une négociation commerciale, vous êtes souvent aussi au téléphone, donc vous êtes amputé forcément d'un des 3. Oui, c'est vrai, alors on compense. On a dans notre équipe quelqu'un qui est aveugle de naissance et qui nous dit, moi j'ai jamais vu personne, par contre je sais vous dire comment il ressent les émotions par son ton de voix. Et c'est extraordinaire d'apprendre de cette personne-là qui nous explique comment elle a surdéveloppé sa capacité d'écoute pour aller chercher dans une intonation, dans une latence, l'émotion de quelqu'un. Donc il est capable de voir les émotions sans pourtant les voir de manière physique. Donc oui, on peut développer aussi une capacité à percevoir l'émotion sans forcément avoir le non-verbal. Ça veut dire que vous êtes capable aujourd'hui de définir si quelqu'un ment, par exemple ? Alors, définir si quelqu'un ment, il y a un taux de succès qui est relativement élevé dans nos équipes parce que c'est notre métier et on est formé à ça. Et d'ailleurs, Marouane Méry est un spécialiste de cette méthode. Mais il n'y a pas de 100% de succès. Il n'y a pas de méthode universelle pour détecter le mensonge. Parce qu'il y a des manipulateurs, quoi. Enfin, c'est ça, non ? On ne détecte pas le mensonge. On détecte les indices de tromperie qui font qu'à un moment donné, une émotion exprimée, par exemple, est incongruente avec ce qu'on va percevoir. C'est un peu comme le détecteur de mensonges aux États-Unis, quoi, qui était lié à l'émotion. C'est lié au stress. Le détecteur de mensonges, le polygraphe, détecte le stress, pas le mensonge. Oui, et donc, vrai. Un mensonge génère du stress, mais vous pouvez être stressé sans mentir. Et c'est pour ça que le polygraphe, d'ailleurs en France, n'est pas reconnu comme un outil scientifique, parce que ça ne détecte pas le mensonge. On peut voir quand quelqu'un est incongruent. Par exemple, il exprime une émotion. Vous allez regarder sur certaines images de certaines personnes qui ont été identifiées comme étant potentiellement des tueurs. Vous allez voir qu'ils ont des manifestations de peur alors qu'ils devraient être tristes. Et donc, l'incongruence de l'émotion qu'on va percevoir va
permettre de se dire, là, il y a quelque chose qui cloche. Et ensuite, on va essayer de trouver ce qui cloche pour voir s'il ment. Alors, on parle souvent beaucoup d'égalité aujourd'hui entre femmes et hommes. Est-ce qu'il y a une égalité justement dans la négociation? Est-ce que femmes et hommes négocient de la même manière? Alors, il n'y a pas de spécificité liée au genre dans la négociation. Il y a par contre une spécificité liée à la perception de l'autre. On a certaines cultures, par exemple, qui considèrent que les femmes sont moins fortes en négociation parce que les femmes sont moins efficaces, et ce qui est stupide, évidemment. Mais on doit le prendre en compte dans la façon dont on va percevoir le pouvoir de négocier. Ensuite, nous, ce qu'on voit de manière statistique, les femmes sont généralement plus fortes que les hommes en négociation. Alors, ce n'est que statistique, hein, évidemment, c'est pas scientifique, mais de ce qu'on peut percevoir... Justement, sur le côté de l'empathie? Oui, elles sont plus à même de percevoir l'émotion de l'autre, d'accepter les émotions des autres. Et c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'avoir des équipes mixtes au sein de nos équipes de négociation ou dans les entreprises qu'on forme. Parce que la mixité, c'est pas lié à la parité. Recruter une femme parce que c'est une femme, ça n'a pas de sens. On la recrute parce qu'elle apporte une autre vision. Elle apporte un complément de vision et de performance. Une complémentarité. Qui fait que c'est la mixité à la fois de genre, à la fois de culture, qui fait l'efficacité de l'équipe. Alors, vous parlez de 3 niveaux de négociation. Hein. Il y a le négociable, le non négociable et le jamais négociable. Et pourtant... dans les 3 cas, on peut négocier. Alors, le jamais négociable, non. Non. Le jamais négociable, on n'y touche pas. C'est les valeurs. Avec les enfants, par exemple, quand on négocie avec ses enfants, il y a des choses sur lesquelles on négocie pas. La sécurité, l'hygiène, la politesse. Quand on négocie avec un de ses collaborateurs... On ne le fait pas ou il ne faut pas le faire? Si on commence à renégocier des sujets qui sont tellement importants que venir porter atteinte à ces valeurs-là pourrait remettre en cause tout le système d'éducation. Oui, mais souvent on sait qu'il faut pousser des pions pour quitte à les retirer un petit peu après, non? Oui, mais c'est ce que font, par exemple les enfants. Ouais. Quand on vient vous dire papa, est-ce que je peux sortir samedi soir alors qu'il y a un examen très important lundi matin, on teste, on va tenter. Si vous laissez imaginer que ça pourrait être négociable, vous allez rentrer dans des discussions sans fin. Donc écoute, voilà, tu vas sortir la semaine prochaine quand tu auras fini tes examens, mais samedi soir, non, pas question. Non, ce qui est important, c'est vendredi soir. Donc il faut... On peut venir tester les limites, bien évidemment. Il faut être capable de respecter les limites qu'on s'est fixées et de considérer qu'on ne revient pas sur le jamais négociable. En tout cas, dans ce livre, il y a différents types de négociations, des multitudes de situations. Il y a à peu près 150 cas que vous avez développés. Alors, ça va de tout. Hein. Ça va du commerce, ça va jusque même à la médicale, relation patient entre un docteur et son patient qui veut, par exemple, ne pas se soigner. Et là, vous pouvez intervenir. C'est passionnant. C'est très étayé, très détaillé. Et je pense que ça peut vous aider. Après, effectivement, on l'a dit, c'est la pratique qui va vous aider. Absolument. En tout cas, ça s'appelle Négociator, la référence de toutes les négociations. C'est Laurent une Bible. Combalbert. Ouais, vraiment. Et Marouane Méry, c'est passionnant. C'est aux éditions Duno. Alors, c'est long à lire, mais après, vous serez un fin négociateur. Hein, Patrick? Oui. Il me reste encore 200 pages, mais après, je m'occupe de vous. Bon, passez un bon week-end. Un bon week-end. Valérie, expert dans